bonsoir à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler orientation, comment vous allez pouvoir lâcher la pression mais surtout accompagner au mieux votre ado. Alors ce soir on a pour répondre à vos questions 3 personnes avec une troisième qui se présentera juste après. On a la chance d'avoir parmi nous du coup Philippe Thédot qui est psychiatre, cofondateur du CHU du Centre Abadie à Bordeaux. Et il est également le président de l'école des parents et éducateurs. Et nous avons également Émilie Béraud, qui est coach d'orientation et de développement de soi. Je suis, moi, très ravie d'être avec vous ce soir. Je suis Sarah Kiliek, la créatrice du podcast Parentalité et Adolescence. Et je vais laisser la troisième personne se présenter. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Yasmina Boultam, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l'ambition éducative et territoriale. Je suis très heureuse de participer à ce temps d'échange avec vous tous. Je voudrais remercier notamment Madame Virginie Perrault, la présidente de l'association Teens Up, l'association donc qui a organisé ces 2 temps de journée aujourd'hui et pour révéler les talents. Et aussi remercier les intervenants de la table ronde qui vont nous faire partager leur expérience et surtout évoquer le sujet qui nous rassemble ce soir, l'orientation. Remercier donc monsieur le docteur Thédot, Philippe et madame Émilie Béraud. Merci de votre présence ce soir. Remercier les parents d'élèves qui sont présents ici en présentiel et aussi en visio. Je sais qu'on est suivi à distance, donc pour ceux qui nous suivent grâce à la technologie, les saluer également. Aujourd'hui, et c'est une belle réussite, ces 2 jours pour explorer de nouveaux horizons et s'ouvrir au monde. Beau programme que vous avez mis en perspective pour cette 2e édition. Teens Hubs ici à l'hôtel de Régent, mais aussi à la bibliothèque, où plus de 200 personnes vous ont suivi sur ces 2 jours. Et donc des ateliers qui ont rencontré un vif succès, notamment auprès des jeunes, puisqu'il m'a été dit que beaucoup de jeunes ont participé aux différents ateliers avec des thématiques se connaître, notamment autour de conférences et d'ateliers, pour développer la confiance en soi notamment. L'atelier aussi s'orienter, c'est des sujets qui nous rassemblent ce soir notamment. S'engager aussi avec cet atelier, avec des témoignages de jeunes, notamment sur les services civiques entre autres, et préserver la planète. Atelier sur les gaspillages alimentaires, alimentation responsable, ce sont autant de sujets qui nous concernent tous et que nous partageons ensemble. Comme vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine a souhaité intégrer dans toutes ses politiques cette dimension aussi de Néoterra, donc pour prendre en compte cette transition énergétique et climatique. Et donc très heureuse de participer à cet échange sur le thème orientation, comment lâcher la pression. C'est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité. C'est vrai que nos jeunes sont aujourd'hui au tournant à cet âge-là de décision, de prendre une décision qui vont impacter leur avenir. Et ici à la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes, comment dirais-je, très mobilisés sur cette question-là, sur l'orientation. Comme vous le savez également, depuis la loi 2005, notamment, depuis le 5 septembre 2018, l'orientation est une mission partagée entre l'État et les régions. Et puis la région aujourd'hui dispose de la compétence de l'information sur l'orientation, et notamment pour permettre à chaque jeune, dès la 4e, de mieux connaître les métiers. Et nous avons l'occasion d'organiser des actions d'information sur les métiers, les formations, les Olympiades des métiers également, les ambassadeurs des métiers. Donc ces dispositifs qui viennent compléter un petit peu ce que vous avez mis aujourd'hui en avant. Et je voudrais vraiment vous remercier, puisque les bénévoles aussi qui se sont engagés aujourd'hui avec l'association, avec le Team Clean, avec Teens Up et tous les partenaires autour de vous tous pour permettre aux jeunes de connaître les formations possibles et les différentes solutions qui leur sont proposées. Aussi, donc, je souhaitais aussi profiter de l'occasion aujourd'hui, puisque c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est aujourd'hui un moment qui nous permet aussi de mettre en lumière cette journée-là. Et en France, comme vous le savez aussi, environ un élève sur 10 est victime de harcèlement pendant sa scolarité.
Ici, à la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons aussi souhaité mettre en place un plan d'action permettant à nos jeunes de pouvoir mieux être pris en compte avec notamment l'éducation nationale. C'est une initiative que nous avons prise et dès cette rentrée, c'est aussi la possibilité de pouvoir accompagner ces élèves-là. En tout cas, merci, j'ai hâte de vous écouter, j'ai hâte de voir aussi ces échanges avec vous tous et de pouvoir répondre à des questions si vous en avez, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment va se passer cette table ronde? Eh bien, tout simplement, je vais commencer par poser les questions à nos invités derrière moi. Et puis, ça sera votre tour. Alors, on va commencer. Bonsoir à vous trois. On va commencer d'abord par un petit état des lieux pour planter le décor. Et la première question est pour Monsieur Thédo. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur la société et les familles qui la composent. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Alors, beaucoup de choses. Je vais essayer de faire une réponse très brève, puisque je crois qu'on a peu de temps, donc l'idée c'est de laisser du temps pour que les parents posent des questions, les présents ou les à distance. La question de l'orientation, c'est intéressant, je vous remercie de m'avoir invité, puis d'avoir choisi ce thème, parce que les parents aujourd'hui sont très désorientés. Les générations de parents actuelles sont ce qu'on appelle très projectifs. Moi, je travaille beaucoup avec les parents et je les défends beaucoup. Hein. C'est pour aller vite que je parle comme ça. C'est-à-dire que l'exigence de réussite prend une place très importante dans la dimension des parents et de la famille. Le problème de la réussite, c'est qu'il faut savoir la définir. Moi, je ne sais pas ce que c'est, la réussite. Réussir, faire un parcours, une carrière. C'est tellement personnalisé, c'est tellement aussi semé d'embûches, c'est tellement soumis au hasard, mais aussi à la capacité de chacun de réussir, que ça, c'est déjà une problématique qui se pose tout le temps. Et dans nos consultations, ça se pose tout le temps. Les parents sont désorientés, et surtout en matière d'orientation, parce qu'effectivement, ils sont tributaires aussi des influences sociétales, et notamment quand leurs enfants ou leurs adolescents vont mal, parce que, évidemment, les parents, ils font appel, ils cherchent des consultations. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'il y a un panel d'offres de consultation quand on a un enfant ou un adolescent en difficulté, où d'une part, c'est très difficile d'obtenir une consultation, et après, on ne sait pas trop sur qui on peut tomber. Mais le seul point important sur lequel j'insiste, c'est que il y a deux cas de figure dans les rencontres avec les psys en général. C'est les cas de figure où la famille va être écoutée, c'est-à-dire à partir d'un enfant qui fait symptômes, à partir d'un adolescent qui a des troubles de conduite, on reçoit la famille et les parents et on les inclut dans un dispositif où on demande à réfléchir à tout le monde. Et on tient compte de la dimension familiale, de la scène familiale, comme on dit. Et des cas où dans la psychologie, on fait des rencontres avec certains intervenants thérapeutes qui posent des diagnostics, parce que c'est assez moderne et assez actuel de poser des diagnostics. Hyperactif, trouble du spectre autistique, Asperger, hyperintelligent, hypersensible, malheureux, déprimé, tout ce que vous voulez. Donc on a des parents qui sont catastrophés parce qu'ils ressortent rassurés par le diagnostic du professionnel, mais pas du tout rassurés, puisque ça tombe aussi sur leur enfant ou leur adolescent comme une étiquette. Et à partir de là, ils doivent faire avec cette étiquette pour travailler la suite et le projet. Donc c'est très angoissant. Donc c'est un facteur de désorientation compliqué parce que finalement, quand on obtient des consultations, on ne sait pas où on se retrouve. Et donc, comment faire? Voilà, je réponds aux questions après. Merci beaucoup. Puisqu'il y a des moyens de faire. Hein. Madame Béraud, à votre tour sur ce sujet d'état des lieux, que pouvez-vous nous dire actuellement sur l'orientation, s'il vous plaît? Alors, je vais tout d'abord parler du concept d'orientation qui a beaucoup évolué. Et si on fait un petit retour en arrière et qu'on se plonge dans les années 70, 80, voire 90, le concept de l'orientation est extrêmement linéaire. Donc, vous choisissiez un bac, ensuite un cursus, un métier, une carrière, éventuellement une entreprise et une seule. Voilà. Donc, c'était extrêmement linéaire. Aujourd'hui, l'Institut du Futur et DEL, dans les années presque 2020, ont publié une étude qui dit que dans les années, en 2030, un peu plus de 60% des métiers n'existent pas encore. On ne connaît pas la moitié des métiers que nos enfants exerceront. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a eu déjà la révolution numérique, la robotique, l'intelligence artificielle, le concept de développement durable. Maintenant, on parle d'économie sociale et solidaire.
les métiers du bien-être. Enfin, il y a eu énormément de choses qui sont arrivées. Et puis les cursus qui se sont énormément diversifiés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh ben, c'est vraiment toute une multitude de possibilités. Là où, dans les années 80, la reconversion professionnelle était extrêmement atypique, les passerelles étaient rares, aujourd'hui, nos enfants vont devoir en emprunter et ce ne sera absolument pas atypique. Et c'est là où, moi, je vous demande d'envisager ça à votre niveau, parents qui avez vécu le concept d'orientation de manière complètement différente, avec une autre forme de pression et avec toute cette multitude aujourd'hui de possibilités. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler et savoir à l'avance le métier et qu'il n'y aura pas un seul métier fait pour votre enfant, mais qu'il va d'abord passer par une première étape. Et cette première étape va être le moment de Parcoursup éventuellement, et ça va être le moment du premier socle. Et ça veut dire quoi également? Qu'il va falloir développer l'adaptation, la faculté d'apprendre à apprendre tout au long de leur vie, donc ça va nécessiter la curiosité, l'ouverture, et puis travailler la confiance en soi. Donc on reviendra dessus tout à fait après. Donc c'est extrêmement important de revoir cette première étape-là. Donc pas de panique, j'ai envie de dire, step by step. Ça, c'est vraiment important. Ça rassure. Parce que c'est vrai que ce fameux Parcoursup est quand même très stressant pour les ados et pour les parents. Du coup, ce sujet d'orientation, c'est vraiment une source de stress et pour les ados et pour vous, parents. Et on a eu ce fameux confinement qui a changé les modes de fonctionnement. Il y a eu des remises en question. Et moi, j'aimerais poser la question à Monsieur Thédo. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer justement avec ces jeunes ou même ces parents? On sort à peine on sort pas tellement d'une pandémie, on sort d'un confinement surtout. C'est ça, à la fois ce que certains jugent comme scandaleux et d'autres comme essentiel. Donc moi, je vais pas discuter de ça, hein, c'est pas mon propos. En tout cas, aujourd'hui, on sort à peine de cette situation et on essaye de se réveiller et on voit, alors pour aller très vite encore une fois, énormément d'effets psychologiques négatifs sur toutes les générations, que ce soit les enfants, les adolescents et les parents, c'est-à-dire des effets post-traumatiques qui font qu'on est à peine à la naissance ou au début de tous les troubles qu'on va observer sur les 2-3 ans à venir autour des conséquences plus ou moins tardives de ces effets de confinement. Je donnerai juste un exemple. On a beaucoup d'adolescents qui ont entre 12 et 15 ans aujourd'hui hospitalisés dans les services des urgences pédiatriques. Beaucoup sont des adolescents pour des troubles des conduites, des idées suicidaires ou des passages à l'acte, des troubles hétéro-agressifs, enfin des pathologies très graves où les parents ne savent plus quoi faire, ils les amènent aux urgences et ils sont évalués par des psys. Mais dans cette population, on voit notamment des adolescents très jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont basculé en confinement, c'est-à-dire qui sont passés de l'enfance à l'adolescence, qui ont vécu le seuil de puberté pendant le confinement. C'est-à-dire dans une période, tout le monde a été adolescent ici, je pense, et a vécu ce moment d'éclosion de la génitalité, de la sexualité, la transformation du corps et tout ce qui va avec, la sensorialité, le besoin de bouger, de s'éclater, d'espace. Et ces adolescents en seuil ont vécu l'ébauche de leur génitalité dans un confinement obscur qui les a empêchés de se répandre. Et on voit des conséquences. Il y a d'autres raisons, il y a d'autres phénomènes psychologiques un peu plus complexes, mais je fais court. On voit comment ils subissent les avatars de ce type de situation exceptionnelle. Merci beaucoup. Alors vous, Madame Béraud, est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ce confinement ou bien tout simplement des conseils à donner aux parents pour accompagner au mieux leur ado? Alors, lors du confinement, moi j'ai plutôt accompagné des étudiants en post-bac qui me disaient « Madame, comment on fait pour pas décrocher? Comment on fait pour rester motivé ?» Il était bien compliqué pour moi de les rassurer à distance, mais je faisais appel à leur motivation, à ce qui pouvait leur donner des buts, des rituels un peu doudous dans la journée, et puis à garder quand même du lien. Parce que le lien, finalement, c'est essentiel et on se rendait bien compte que c'est ce dont ils avaient besoin. Donc, garder ce lien-là, c'était extrêmement important. Et ce que je vois aujourd'hui, éventuellement, c'est que, surtout chez les parents, il y a une insécurité qui a éventuellement augmenté par rapport à l'avenir, parce qu'on voit que des choses peuvent arriver qu'on n'attendait absolument pas et qu'on a vécu récemment. Et donc, c'est la perte de contrôle.
Et donc la perte de contrôle, effectivement, ça a énormément perdu certains parents. C'est de travailler sa relation au lâcher-prise. Ça, c'est bien compliqué, ça peut être l'histoire de toute une vie. Mais lâcher prise sur le résultat, sur le but, et plutôt se préoccuper du chemin. Parce que le but n'est pas la seule solution. Souvent, c'est le chemin parcouru qui va être extrêmement fondateur dans la prise de confiance en soi chez l'étudiant. Alors justement, concrètement, comment on fait pour trouver sa voie, son orientation professionnelle? Est-ce que vous avez des petites astuces à nous donner? Alors, les petites astuces. J'ai vu pas mal d'étudiants, de jeunes, de collégiens aujourd'hui, qui ne m'ont pas du tout paru stressés. Au collège, ils ne sont pas encore très stressés. En revanche, quand ils arrivent en seconde, on commence à leur parler de choix, de Parcoursup, etc. Les parents en prennent conscience et c'est là que le stress arrive. Déjà, j'ai envie d'interpeller les parents en leur disant, vous, prenez le recul sur, quand on vous parle d'orientation, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous ramène à quoi? Comment avez-vous vécu à votre niveau l'orientation, les études, et quel type de message on vous a envoyé à cette époque, et qu'est-ce que vous avez conservé comme croyance? Est-ce que vous transmettez ces messages-là à vos enfants? Est-ce que ce sont des croyances qui sont négatives ou des messages qui sont plutôt boostants et boosters? Donc c'est d'abord vraiment avoir le discernement entre ce que nous, parents, on a vécu par rapport à l'orientation et par rapport au paysage du professionnel de l'époque, et faire la part des choses entre ce qu'est l'élève, l'enfant, et là commencer à dissocier, à l'écouter. On parle d'écoute active, sans le conseiller tout de suite, vraiment l'écouter jusqu'au bout. Et on parle aussi, moi j'accompagne sur la méthode des 3 cercles par exemple. La première chose, c'est le socle de la personnalité, c'est la connaissance de soi, c'est vraiment le démarrage. Et on commence à aller dans le « qui suis-je » Donc, qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes centres d'intérêt? Qu'est-ce que j'aimais faire naturellement tout petit? Là, on est dans la motivation. Qu'est-ce que je peux faire pendant des heures en ne voyant pas le temps passer? Et ensuite, en quoi je suis bon? Quels sont mes talents? Et alors là, on va aller chercher sur les réussites. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message positif? Quels sont mes meilleurs souvenirs dont j'ai été les plus fiers, et quels étaient finalement les ingrédients qui ont fait que j'ai réussi? Tout ça, ça va venir constituer la petite recette des ingrédients qu'il faudra mettre dans le cursus qu'ils vont choisir. Et puis après, évidemment, quel cursus va être adapté à ma personnalité? Est-ce que je veux faire du court? Est-ce que je veux faire du long? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être rassurée? Voilà. Oui, allez-y si vous voulez. On se complète bien, coach et psycho, c'est compatible. On dit la même chose avec des mots différents. Moi, il me semble, dans mon expérience, qui est déjà un peu ancienne, que les parents évoluent. Je définis une nouvelle catégorie de parents, je les appelle, c'est peut-être pas très joli, mais ça parle. Ce sont les parents intelligents frustrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toute une génération de parents actuellement qui n'ont jamais réussi, ce mot réussite, à aller jusqu'au bout de leurs rêves, c'est-à-dire à accéder à leurs études suprêmes, à ce qu'ils voulaient devenir, etc. Ils ont été malades, ils n'avaient pas d'argent, l'ascenseur social n'a pas fonctionné, ils n'ont pas rencontré la bonne personne, des tas de facteurs qui sont à la fois personnels, sociétaux, anthropologiques, philosophiques, psychologiques, tout ce que vous voulez. En tout cas, ces gens, ils vivent dans des aménagements où ils ont quand même trouvé du travail, ils ont une expansion en couple et en famille, mais il y a une frustration. Enfin, on est tous frustrés, mais il y a des degrés différents de frustration. Quand vous n'avez pas la chance, et il y a beaucoup de gens comme ça qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves professionnels, leur carrière, à prendre du plaisir sans arrêt à travailler, etc., eh bien, vous comprenez bien que quand ils arrivent à faire famille, ça devient inconsciemment, si je puis dire. Il y a une transmission de vie psychique, c'est pas répété et dit, et c'est pas forcément comme une dimension traumatique à longueur de journée. Mais il y a une transmission qui fait que les projections sur leurs enfants et sur leurs adolescents sont extrêmes, parce qu'ils ne voudraient surtout pas que leur progéniture, entre guillemets, revive ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vivent une frustration, parce qu'ils savent ce que ça fait, elles. Alors après, ils essayent de rattraper les cursus, et notamment, on s'aperçoit que lorsque leurs enfants deviennent adolescents, c'est-à-dire rentrent en puberté, c'est-à-dire deviennent capables d'être les rivaux, puisque à partir du moment où on est dans la scène adolescente, on n'est plus dans la scène infantile. Les adolescents sont sexués, donc ils peuvent lutter psychologiquement et physiquement avec les parents. C'est ce qui modifie tout et qui fait le cadre de la crise d'adolescence.
lorsque leurs enfants deviennent adolescents, on voit qu'ils se remettent au travail ou qu'ils essayent de faire évoluer leur parcours, ce qui est très très bien, et que parfois ils y arrivent aussi. Et donc l'évolution se fait comme ça, à la fois il y a une orientation pour les parents et un projet pour les adolescents. Ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça, mais il y a des dynamiques, si vous voulez, processuelles, qui font qu'avec l'émergence de l'adolescence, il y a des dynamiques de parents qui se remettent en mouvement aussi pour faire évoluer leur profil. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, on a parlé justement des diagnostics qui peuvent être posés sur les jeunes. Du coup, Monsieur Thédo, qu'est-ce que ça peut provoquer justement chez ce jeune de ressortir de là avec un diagnostic, avec une étiquette, mais de ne pas forcément savoir quoi en faire? Bon, je vais parler rapidement parce qu'évidemment, vous imaginez bien que les collègues pédopsychiatres ou les psychologues qui posent des diagnostics, enfin plus que moi, beaucoup plus, ils expliquent quand même ce qu'ils font. C'est quand même, il y a de l'humain là-dedans. Et si vous voulez, on ne sait jamais comment l'enfant d'abord reçoit une étiquette diagnostique, et on sait toujours comment les parents reçoivent une étiquette diagnostique, c'est-à-dire qu'ils vont sur Internet chercher des renseignements. Si l'enfant, il y a des suspicions d'Asperger, ce mot qu'on entend partout, ils vont voir qu'il y a des génies qui sont des Asperger, il y a des fous furieux, puis il y a des grands malades. C'est-à-dire qu'on met les parents dans une situation où ils ne savent plus où aller et comment faire, parce qu'ils ont très très peur de l'avenir. Un enfant qui va mal, c'est un enfant qui évolue et qui a de grandes chances d'aller mieux un jour. Un adolescent qui est bien pris en charge et qui est suicidaire ou anorexique, mais il a de fortes chances d'aller mieux. Une anorexique, il y en a 3/4 qui sont guéris, c'est 3/4, mais c'est déjà beaucoup. Des suicidaires, quand on les soigne, il y en a 90% qui guérissent. Donc ça veut dire que si on s'en occupe, ça évolue. Mais comment accompagner les parents pour qu'ils aient moins peur et qu'ils puissent assumer la pathologie transitoire de leurs enfants ou de leurs adolescents et les accompagner au mieux pour qu'ils guérissent, pour qu'ils évoluent. Voilà, c'est tout ça l'articulation du travail. Donc ça nécessite une approche psychologique. Et je répète, ça nécessite de mettre les parents dans la boucle et de savoir les écouter. Juste une seconde, quand votre enfant devient adolescent, vous êtes tous, on l'a tous été, je suis parent aussi comme vous, on est tous réveillés sur notre propre adolescence passée. C'est-à-dire que l'enfant, à mesure qu'il grandit, il nous réveille sur ce qu'on a vécu nous. On a des flashs, on a des images. Mais le temps du seuil d'entrée dans l'adolescence est un moment très particulier. On a réveillé aussi sur notre propre passé pubertaire, si je puis dire. C'est-à-dire notre adolescence psychologique aussi. Donc, d'où la dimension aussi de conflit forcé. Mais comment faire pour ce conflit obligé entre parents, notamment, et adolescents, ne devienne pas une pathologie? Voilà. Merci beaucoup, sacré sujet. Madame Béraud, j'aimerais juste une dernière petite question et après, ça sera à vous. Est-ce que vous avez des conseils de coach pour apprendre à se connaître? Parce que c'est vrai qu'ado, c'est quand même un vaste sujet d'apprendre à se connaître. Alors, comment on fait? Par quoi on commence? Alors, la plupart du temps, on va essayer de commencer très simplement par, comme je le disais tout à l'heure, faire le fil en fait de son enfance et revenir en questionnant aussi les gens sur lesquels on peut compter, les personnes bienveillantes autour de soi qui ont toujours cru en eux. Comment est-ce que je me comportais quand j'étais petit? Qu'est-ce que je faisais avec facilité? Quelles étaient mes réussites? Donc on peut même tenir un cahier de réussite pour commencer à ouvrir le chapitre de l'orientation, tenir un cahier déjà de connaissance de soi. Je leur fais faire également le défi des SMS. Ils aiment bien le téléphone. Donc, ils peuvent envoyer, par exemple, ils choisissent 3-4 personnes de leur entourage familial ou amical et ils leur demandent si tu avais 3 qualités à me donner, quelles seraient-elles? Si tu devais faire appel à moi pour faire quelque chose d'important, ce serait quel type d'activité? Commencer à repérer un peu les talents. Et puis, je fais souvent le travail aussi sur les personnes qui les inspirent. Quelles sont les personnes qui les inspirent dans leur entourage et pourquoi? Et on peut également réfléchir à tout ce qui va être dans... on est vraiment sur les talents et pourquoi on aime aussi, quels sont les meilleurs moments de notre vie. Revenir sur les meilleurs moments et les décortiquer et aller regarder pourquoi est-ce que ce sont ces meilleurs moments-là. Et là, vous allez aller chercher les motivations profondes, les valeurs et tout ce qui les guide et ce qui va leur donner envie de se lever le matin. Est-ce que ça va être d'être en lien ou est-ce que ça va être d'être allé calculer, analyser ou bien être dans la nature, observer? Je demandais à une jeune fille tout à l'heure sur un salon, c'est quoi ton flow?
Le flow, c'est l'état positif de concentration maximale dans lequel on est et dans lequel on ne voit pas le temps passer. Et elle me disait, bon, ben moi j'ai envie d'être avocate, mais en vrai, là où je me sens le mieux, c'est quand je fais de l'équitation. Ok, alors pourquoi? Et on va chercher pourquoi, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes raisons. Quand on aime faire du sport, c'est soit pour rencontrer les copains, soit pour gagner, parfois les deux. Mais là, on a des motivations derrière tout ça. Donc voilà, il y a plein de petits exercices comme ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc ça va être fini pour moi pour les questions et je vais vous laisser la parole. Alors peut-être qu'ici vous en avez déjà. Oui, on a déjà une question. Donc Madame Béraud, vous disiez que les enfants seraient amenés à changer plusieurs fois de métier, qu'on ne connaissait pas encore la moitié ou un quart des métiers en 2030. Donc un parent demande, comme nos enfants vont changer plusieurs fois de métier, vaut-il mieux les orienter vers des filières généralistes plutôt que très spécialisées? Tout va dépendre de leur motivation et de la façon dont ils aiment apprendre. Est-ce qu'ils ont besoin d'être encadrés? Donc, au moment où ils vont appuyer sur les sections Parcoursup, est-ce que j'ai besoin d'être rassurée, encadrée dans une petite structure? Est-ce que j'ai besoin de liberté et que je me sens assez autonome pour aller à l'université et que c'est OK pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'être dans le concret, l'apprentissage tout de suite? Donc en fait, encore une fois, ça va dépendre de leur personnalité. Le but, ils l'atteindront dans quelques années. Mais là, aujourd'hui, ce qui va compter, c'est de les mettre en situation de réussite. Donc, comment est-ce qu'ils apprennent le mieux? C'est la question à leur poser et il faut qu'ils reviennent aussi sur leur cursus et là où ils ont le plus réussi et les interroger jusqu'au bout, les écouter sans forcément donner notre avis de parents, toujours. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à prendre la parole en activant votre micro. Bonjour et merci d'avoir organisé cette séance. Moi, je relis le titre plusieurs fois, « Comment lâcher la pression ?» Et finalement, je me demande si ce n'est pas moi qui me mets la pression d'abord, tout simplement. Et c'est vrai quand vous dites que indirectement, inconsciemment, on revient à notre adolescence ou l'orientation qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue, comment on la projette ou on ne la projette pas, ou comment on la projeter positivement à son enfant. Donc c'est vrai que c'est très particulier. En même temps, la question que je me pose, c'est... donc moi, j'ai une certaine pression que je me mets, ça c'est sûr, mais mon enfant n'en a pas. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, en tout cas, il ne me montre pas qu'il en a une. Donc, est-ce que ça veut dire qu'indirectement, il la gère? Il a quel âge, excusez-moi? 15 ans. Ah, il est en seconde. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il la gère et qu'il ne veut pas que je sois trop... Enfin, voilà, que ça se passe mal. Ou alors, c'est un ado, il vit au jour le jour, quoi. Et que comme il ne sait pas ce qu'il veut faire aujourd'hui, tout se passe bien, hein, la cellule familiale est bien, il est avec ses amis, parce qu'on arrive de l'étranger en plus, c'est un nouveau pays, une nouvelle ville, donc il est bien à l'école. La seule chose qui se dérange à l'école, c'est les notes, en fait. Donc pour lui, c'est un endroit où il apprend, mais ce qui le dérange, c'est d'être noté. Et malgré tout, dans cette orientation, eh bien, il y a les notes, et avec Parcoursup, en plus, maintenant, les dossiers qu'on commence tôt, ça joue. Donc le titre, je trouve très intéressant, mais en même temps, je me perds dans le titre. Je raconte une anecdote, parce que quand même, si on est ensemble, c'est pour prendre du plaisir. Hein. C'est-à-dire raconter des histoires. Enfin, moi, j'adore ça. Écouter aussi, surtout. Je reçois il y a quelques années une famille, ces familles que vous connaissez, que vous êtes peut-être, des familles où finalement il y a 2 parents qui ont fait des études et une fratrie. Et il y avait 4 enfants, et donc cet adolescent de 18 ans m'est amené en consultation, enfin on m'appelle parce qu'on me dit qu'il est dépressif, et je dis à la famille, venez ensemble évidemment. Je fais presque tous mes entretiens d'adolescents avec la famille. Le premier entretien c'est 1 heure, et on met tout sur la table, enfin tout ce qu'on peut mettre sur la table et ce qu'on peut évoquer, on l'évoque. Pour aller vite, c'était le vilain petit canard de la fratrie, puisqu'il n'avait pas fait ni son droit, ni sa médecine, ni des grands concours. Il faisait rien, et puis il était un échec depuis la puberté, en fait. Alors, c'est un grand escogriffe, il est très grand, et il est tout maigre, il est replié en 2, comme ça. Et puis, on discute, je fais court, et puis à un moment donné, il sort un calepin. Dans l'entretien familial, il sort un petit calepin. Et il dit... J'ai sorti ça de ma chambre, je pense qu'ici, je vais pouvoir vous montrer ce que je fais. Et dessus, il dessinait des gâteaux. Alors, tous les gâteaux, vous connaissez. Et il dit, moi, je veux devenir pâtissier. La maman, elle fait un saut en arrière, et heureusement que c'est un grand fauteuil, elle aurait pu tomber de la chaise.
c'est pas qu'elle était contre les pâtissiers, c'est qu'elle avait jamais imaginé qu'elle pouvait avoir un fils pâtissier. Mais pourquoi pas? C'est sa psychologie à elle. Et le père fait une mimique, etc. Bon, pour faire bref, ce garçon, ils ont suivi. Je leur ai dit, il faut qu'il soit pâtissier. Il sera peut-être moins dépressif. Et il est venu 4 ans après avoir fait une école prestigieuse à Lyon, m'amener des échantillons de ses macarons. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a quelque chose qui a basculé dans une rencontre où les parents ont dit, oui, faut arrêter avec tout ce qu'on peut projeter sur lui. Il a un projet, et il va le faire. Ils l'ont suivi. Ils ont payé tout ce qu'il fallait pour qu'il le fasse. Et c'est un pâtissier aujourd'hui. Et il m'appelle encore pour me dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais parfois, on n'a pas la structure familiale qui va aller bien. Et quand il va dire, je suis pâtissier, on va lui dire, non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Vous voyez? C'est-à-dire, le fait de révéler son projet va provoquer une crise familiale pour des tas de raisons qui sont psychologiques, qu'il faut creuser, il faut prendre du temps pour écouter les gens, parce qu'il faut aller en profondeur quand même de cette intimité qui fait qu'il y a de l'insupportable. À un moment donné, votre adolescent devient étranger, il devient insupportable parce qu'il a des projets, des désirs qui sont complètement à l'opposé de ce que vous aviez imaginé. Je vous rappelle que l'enfant ou l'adolescent qui est dans le projet des parents est souvent malade parce que c'est complètement anormal d'être dans le projet des parents. Tous les adolescents sont dans des projets à l'opposé de ce que les parents ont pu fantasmer, c'est-à-dire imaginer, se représenter. Après, les parents, ils sont devant le fait accompli, ils sont obligés d'accepter que leur enfant prenne une année sabbatique après avoir un bac avec mention très bien, parce qu'ils ne vont pas le pousser et l'obliger à faire des études s'il ne veut pas, etc. L'adolescent a le pouvoir de contraindre finalement les parents. C'est source de conflits, etc. Mais des effets de régulation comme ça permettent de faire basculer des situations et de faire des excellents pâtissiers, voilà, artisans. Alors nous avons une question. Quand l'enfant ou l'adolescent refuse complètement d'échanger au sujet de l'orientation, comment on peut l'amener à échanger? Alors, déjà, on peut le laisser un petit peu expérimenter par lui-même, éviter toute forme de pression à ce moment-là, si qu'il n'a pas envie qu'on lui mette la pression, peut-être, à ce moment-là, et puis changer d'interlocuteur. Donc peut-être que les interlocuteurs qui lui demandent d'échanger sur l'orientation ne sont pas forcément les bons. Donc imaginez les structures dans lesquelles il se sentirait plus à l'aise d'avoir une phase de transition avant d'échanger sur l'orientation. Donc dans quel endroit j'ai envie d'aller pour échanger d'abord et peut-être ensuite en parler. Mais quand il y a un blocage, effectivement, je pense que c'est qu'il y a une source peut-être de stress et que il faut peut-être adopter une stratégie à l'opposé de ce qu'on propose. Changer de stratégie. Je souhaiterais intervenir justement pour réagir à ce qui a été mis en avant et je trouve tout à fait intéressant ces échanges et qui parlent justement, on partage ce que vous avez mis en avant notamment sur le désir de l'enfant et surtout sur le rêve. Vous avez parlé de rêve. Et effectivement, on a pu l'observer. Je pense que tout passe par la communication et l'information sur les métiers notamment. Quand on arrive à appréhender, à mieux connaître les panels de métiers qui existent, ça permet aussi à l'enfant de se projeter sur un rêve ou un désir, etc., et qui ne se le permet pas peut-être à un certain âge. C'est la raison pour laquelle nous, je partage ce que vous avez dit parce que j'ai vécu la même chose. J'ai rencontré une jeune fille qui a fait des études, un long parcours de réussite, parfaitement, et à un moment donné, elle a changé d'orientation. Mais elle a changé d'orientation à 30 ans, très tard. Donc, elle s'est dit que finalement, c'est pas fait pour moi ce métier-là, et je préfère m'orienter vers, c'était justement de la pâtisserie. Parce que c'était une passion, un rêve qu'elle s'est peut-être pas autorisée au départ, mais qu'elle a finalement accompli, puis elle a fait un CAP, elle excelle aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est très, très important, cette notion d'information sur l'orientation. Et c'est pour la raison pour laquelle, à la région Nouvelle-Aquitaine, j'en reviens là-dessus, c'est de permettre de présenter tous les panels qui puissent exister. Là, on le voit notamment avec les ambassadeurs métiers, à partir de professionnels, comment partager ces passions-là avec ces jeunes-là. Et quand on voit, par exemple, qu'un menuisier partage son expérience ou développe son projet avec l'enfant, ça lui permet de se projeter dans du concret. Voilà, c'était pour réagir à ce que vous avez dit et je partage tout à fait.
Oui, et vous avez répondu en plus à une question qui venait d'être posée. Quels outils permettent de découvrir les métiers et décider d'une orientation? Parce qu'effectivement, ce fait de connaître les métiers, et donc avec tout ce que vous proposez à la région, et avec le salon Teens Up, évidemment. Je crois qu'il y a une question. Oui, bonsoir. J'ai une question très concrète par rapport à Parcoursup. On parlait de diagnostic et tout le monde est à peu près d'accord, que ce soit le corps enseignant, enfin tout le monde pour dire que c'est complètement nul. Mais du coup, c'est compliqué de se motiver pour y aller et pour essayer aussi de motiver nos enfants à adhérer à l'outil. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire finalement de positif sur Parcoursup pour essayer et nous aussi d'ailleurs, pour nous motiver. Qu'est-ce qui fonctionne avec Parcoursup? Qu'est-ce qui est positif? Alors moi, je trouve ça pas nul, Parcoursup, puisque si ça existe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quand même un sacré nombre d'études et d'analyses derrière. Ce qui est toujours un peu frustrant, c'est qu'on voudrait avoir le plan A et que parfois le plan A, il ne sort pas. Donc il va falloir travailler son plan B, son plan C, son plan D. C'est vraiment ce que j'ai dit aux élèves aujourd'hui. Je leur ai dit, travaillez déjà le socle de base. Les chiffres montrent qu'il y a la moitié des étudiants qui se réorientent en général après la première année, après le bac. Il y a 3/4 des terminales qui sont indécis face à leur orientation. Pourquoi ils se réorientent? C'est parce que parfois ils n'ont pas pris le temps de se poser les bonnes questions, le temps du bilan de la connaissance de soi. Parce que quand on a vraiment pris tout ce temps-là, ça nous apaise un peu. Et ça nous permet de dire, OK, Parcoursup est un outil qui va me permettre d'avancer. Mais ce n'est pas le seul et l'unique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de passerelles par la suite, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous, et puis il y a des choses qui sont hors Parcoursup, déjà. Et en fait, c'est démarrer une aventure. Alors, choisir, c'est flippant. C'est pour ça qu'on n'aime pas Parcoursup. C'est parce qu'il faut choisir, et en plus, on ne va pas forcément répondre à ce qu'on a demandé. Mais ça vous force quand même à aller faire certains choix. Et ce qui serait nécessaire vraiment au préalable, c'est de faire toute cette étape dont je vous ai parlé, des types de cursus qui sont plutôt faits pour moi, dans lesquels je me sens en confiance, pour pouvoir les mettre en plan A, et puis malgré tout, avoir quand même des plans B, des plans C, dans lesquels je reste malgré tout motivée, en gardant en tête que si je suis sur, si j'ai pas le résultat forcément escompté, derrière, je peux rattraper des choses. C'est pas perdu. Donc c'est vraiment une première étape, et on est obligé quelque part d'avoir un outil. Et aucun outil n'est parfait. C'est pour ça que c'est frustrant. C'est parce qu'évidemment, on voit toujours ce qu'on ne va pas avoir. Mais peut-être que ça va être aussi une bonne nouvelle. Mais si on regardait déjà les outils comme des opportunités plutôt que comme des freins. C'est-à-dire qu'on a un esprit très, très critique face aux choix qu'on nous impose. Donc voilà, se dire que c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Et travailler toute cette notion de confiance en soi aussi, en se disant... je me débrouillerai, je trouverai. Je pense que vous avez répondu aussi à la question que je viens d'avoir, c'est si on se trompe dans l'orientation, est-il possible de changer de filière au bout d'1 ou 2 ans avec le nouveau système? Le nouveau système, j'imagine que c'est Parcoursup. Oui. Je suis pas une experte du coup de Parcoursup, mais je sais pas si c'est ça que le monsieur essayait de transmettre. Mais je pense que le côté qui est un peu frustrant finalement, c'est aussi que ça soit par rapport aux notes. Et que du coup, un peu l'orientation est complètement liée à ça, alors que peut-être qu'il serait très bon dans la suite. Alors, c'est pas que et uniquement par rapport aux notes, puisque c'est par rapport aussi au type de bac que vous avez choisi. C'est pour ça qu'on demande quand même, malgré tout, et ça peut être frustrant, de choisir ces matières relativement tôt et de s'orienter. Par exemple, si on veut faire un BTS aujourd'hui, on a plutôt une proposition de bac technologique, mais qui sont logiques en fait. C'est pour ça qu'on demande à l'élève de réfléchir à la façon dont il aime apprendre, et surtout s'il se sent de faire dans un premier temps beaucoup d'études. Est-ce qu'il a envie de s'arrêter à 2 ans? Parce qu'il ne se voit pas.
faire beaucoup plus, ou s'il veut partir sur, voilà, il est vraiment musclé pour faire 5 années d'études, voire plus. Mais c'est pas parce que on va faire un BTS, on est bloqué après. Il y a énormément d'écoles ou de cursus qui peuvent rattraper des BTS. Donc on n'est pas que sur les notes non plus, hein. Et vous avez les sites internet qui sont l'ONICEP, première, terminale, Parcoursup, etc., qui sont hyper bien foutus. Il y a quand même beaucoup de conseils. Et vous avez un site que je vous recommande également, puisque l'association dont je fais partie, Génération 15-25, est partenaire d'un site qui s'appelle Totis Média. Ce site, Totis Média, est un site web pour les jeunes, fait par les jeunes. C'est-à-dire que vous avez les étudiants qui se mettent à disposition des élèves de seconde, de première et de terminale pour leur expliquer comment se passent leurs études, ce qu'il faut avoir comme ressources pour réussir, la réalité finalement de leurs études. Et ce qui est super, c'est qu'ils peuvent réaliser des entretiens entre eux. Donc ces sites-là vous donnent même les conseils pour réussir vos lettres de motivation sur Parcoursup. Il y a toute une section sur Parcoursup qui sont très bien faits. Il y a énormément de ressources aujourd'hui à disposition. Travaillez sur ce qui vous agace. Pourquoi ça m'agace ? Parce qu'on me l'impose, parce que, voilà, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a des choses que vous pouvez vraiment, sur ces sites-là, vous pouvez apprendre énormément de choses. Tous les nouveaux cursus, aller rencontrer les étudiants, il y a des coachs qui vont s'exprimer. Ça peut aussi nous ouvrir des portes. Donc la façon dont on regarde l'outil va changer aussi. La façon dont le parent regarde l'outil va changer naturellement la façon dont l'enfant va l'appréhender. Bonsoir, merci. Pour revenir à la question comment lâcher la pression, donc quelles sont vos préconisations? C'est-à-dire, on n'en parle pas trop à la maison, parce qu'ils ont quand même aussi la pression dans le cadre des lycées, avec les agendas, les portes ouvertes, les réunions sur les orientations. Enfin bon, il est octobre qu'on commence à leur parler déjà de ça, quoi. Donc, est-ce qu'on les laisse faire, on les laisse se renseigner? Est-ce qu'on n'en parle pas trop à la maison? Est-ce qu'on en parle à la maison? Voilà, pour répondre à la question, comment lâcher la pression dans un cadre familial? À la maison, on parle de ce qu'on peut. C'est ça qui est compliqué. Ce qui est grave, c'est quand on parle de rien ou qu'on fait semblant de se parler. Il y a des temps fondamentaux à respecter. Le repas de famille, au moins une fois par jour, la participation, si ce sont des adolescents, à l'organisation de la vie familiale, les tâches minimum, les contraintes, enfin la nécessité de communiquer. Après, c'est toujours pareil, les adolescents, comme les enfants, ne sont pas des éponges, ils discriminent, ils font la part des choses. Est-ce qu'un adolescent qui s'enferme dans sa chambre, il faut demander un avis psychologique au bout de 3 semaines parce qu'il est vraiment isolé de la famille? Moi, je dirais oui. Actuellement, je dirais oui, parce qu'on n'est pas dans une société normale, on est dans une société qui sort qui essaye de sortir actuellement d'un moment insensé de vie, qui fait que tout le monde est fragilisé, plus les parents même que les jeunes. La communication, c'est spontané, c'est-à-dire on se parle de ce qui vient ou pas, et puis on ne peut pas inventer, on ne peut pas provoquer. C'est sûr que si vous attaquez tous les repas du soir avec la question de l'orientation dès le bouillon, ça va être compliqué de finir le repas. Mais après, il faut amener les choses. Je crois qu'en famille, il faut fonctionner comme partout, c'est-à-dire avec la spontanéité, les associations de pensée, c'est-à-dire on parle des sujets qui viennent et on emmène ou pas les sujets. C'est ce qui est le plus difficile, ça s'appelle le métier de parent. Et puis surtout savoir qu'il y a des réseaux et des dispositifs qui peuvent vous aider, vous assister, vous conseiller. Et après, le plus important, c'est quand on est parent, enfin quand on est sujet, c'est avoir suffisamment de narcissisme pour penser que ce qu'on dit, c'est important. C'est-à-dire si vous commencez à douter de ce que vous pensez, et les adolescents s'arrangent beaucoup pour vous faire douter, vous remettre en question, ils savent se moquer de nous sans arrêt. Là, ça devient limite. Hein. Ils se moquent de nous, mais il y a plein d'attitudes que nous, les adultes, on met en place, les conduites, les comportements qu'ils trouvent... Alors, ils ne les trouvent pas ridicules et ils ne se moquent pas parce qu'ils respectent les adultes. Il y a 80% d'adolescents qui vont bien dans ce pays, donc je parle d'eux, hein, ceux qui savent très bien utiliser les réseaux sociaux, les relations sociales, s'investir dans leur corps et celui de l'autre, enfin, dans leurs projets, etc. Mais ils se moquent des adultes souvent parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ils ont raison. On fait des choses insensées. Mais avec respect, ils nous posent des questions comme ça. Ils nous demandent pourquoi vous faites ci, comme ça. C'est ridicule, ça ne sert à rien. Pourquoi
pourquoi vous aimez l'argent? Pourquoi ils vous disent pas, vous voyez, ils peuvent vous dire des tas de choses comme ça que de leur prisme, ils comprennent pas. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est ouvrir des débats, des conversations avec eux. Et donc renforcer les relations de proximité, à la fois éducatives et sur le plan affectif. Et à partir de certaines discussions, on peut aborder les autres. Mais si vous leur ressassez sans arrêt, alors pour Parcoursup, qu'est-ce que tu as noté? Ils vont rien noter du tout. Vous voyez, c'est une composition. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de modèle. C'est on fait avec ce qu'on est, avec ce qu'on a été, avec ce qu'on a reçu, avec nos processus personnels de parentalité. La parenté, c'est la façon d'éduquer concrètement nos enfants. La parentalité, c'est le processus psychique qui fait que, plus ou moins consciemment, on éduque nos enfants en fonction de ce qu'on a reçu de nos parents et de la façon dont on a été éduqué. Par exemple, quand les adolescents apprennent que la fessée est interdite, ils éclatent de rire, puisqu'ils savent que de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Et ils vous disent, mais pourquoi vous arrêtez la fessée? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Mais ça, ils ont raison, c'est un débat. Et ça peut faire une soirée à discuter. Et on ne va plus parler de la fessée, évidemment. On va parler de comment on vit ensemble, etc. Donc, tout est possibilité de rencontre, à condition de l'affronter, mais il faut avoir un peu de narcissisme quand même, en tant que parent. Et puis, si on se fait attaquer, il faut penser que c'est le normal et que c'est un débat. C'est pas un conflit. C'est très difficile, ce que je raconte à vivre au quotidien. Mais est-ce que du coup, lâcher la pression, ça serait pas aussi un peu lâcher le fait que notre enfant va pas réaliser notre rêve, mais plutôt de se dire bon, j'aurais aimé faire ça, je l'ai pas fait. Bon, si j'ai envie de le faire maintenant, je le fais. Mais sinon, c'est sa vie et il doit apprendre à se connaître et à choisir ce que lui il a envie de faire. Peut-être que le parent peut commencer à lui dire ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi parler de nous. Un adolescent est capable d'entendre à un moment donné que peut-être qu'on a eu des rêves et qu'on ne les a pas réalisés et qu'on a peut-être certaines frustrations et que quand on les voit peut-être aller sur un chemin, peut-être que ça réveille des choses en nous. Peut-être qu'on peut leur partager aussi, commencer à leur partager des choses. C'est s'ouvrir à nos émotions, et puis les regarder réagir et les écouter. Jusqu'au bout. Mais tout ça, ça nécessite toujours beaucoup de disponibilité. Alors, la difficulté d'être parent, c'est la difficulté d'être disponible aussi pour ses enfants. On le vit tous. Essayer de se poser des moments de disponibilité et de proximité effectivement avec eux, sans avoir forcément des attentes de résultats, mais juste des moments de partage. Et c'est vrai, quand on crée le partage, il y a plus de choses qui se passent derrière. Merci beaucoup, parce que vous avez aussi répondu à une question qui venait d'être posée. Des parents se demandent comment arriver à se déconnecter, donc en tant que parent, des seuls résultats scolaires, de se déconnecter un peu des résultats, des notes. Enfin, au sens large, le ressenti qu'ont les professionnels comme moi, comme d'autres, c'est que les parents ne passent pas leur temps à parler de la scolarité, en général. Dans les familles qui fonctionnent, les parents, ils passent du temps à parler d'eux quelquefois. C'est important quand on est parent et qu'on a des enfants de prendre des temps pour soi aussi, de laisser les enfants, je ne sais pas à qui, à la famille, ou les faire garder, mais enfin se débrouiller pour avoir des temps de couple, pour se retrouver, pour équilibrer la famille. Ils aiment bien. Après, si on passe du temps qu'à parler de la scolarité, j'ai envie de dire que c'est une famille limite pathologique. Si on a une obsession sur la scolarité, le projet, c'est quoi? Non, les parents, en général, ils parlent de tout, ils parlent de ce qu'ils peuvent, mais la scolarité fait partie, effectivement, parce qu'il y a les devoirs, les périodes scolaires, ça prend une place. Mais les parents qui vont bien ne sont pas si anxieux au quotidien de l'avenir et de l'orientation. On parle de beaucoup de choses. Et puis, dans les thématiques, il y a aussi, évidemment, l'école, puisque l'école prend beaucoup de place quand on a des enfants ou des adolescents. Enfin, il me semble. Mais c'est que mon avis, donc vous avez des avis, vous aussi. Concernant la question sur les notes, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder autour de soi les personnes qui vous semblent épanouies dans leur travail et éventuellement aller visiter un peu leur histoire par rapport aux notes et revisiter nos croyances. Et on se rend compte que tout existe
et que beaucoup de chemins existent et qu'il y a énormément de personnes qui vont vous dire ah, moi j'ai été complètement nulle en maths, d'ailleurs les multiplications je les connais toujours pas bien, et puis moi qui étais une élève très première de la classe, j'ai toujours pensé que si on ne savait pas multiplier on était voilà, foutu quoi. Puis j'ai une amie un jour qui m'a dit non mais attends, je connais toujours pas mes multiplications. Je lui fais oh c'est bon, ça me rassure, tout est possible, et elle s'éclate. Et donc voilà, c'est revoir ses croyances sur les notes et aller ouvrir auprès de personnes qui nous semblent épanouies dans leur travail et qui s'éclatent, et finalement elles n'ont pas une scolarité parfaite quoi. Je crois qu'il y avait une question par là. Oui, ce que je trouve difficile, c'est d'une part voilà, faire confiance à l'enfant, et d'autre part, en tant que parent, on est là pour les élever. C'est-à-dire leur montrer aussi des objectifs élevés, de les encourager, de les stimuler, sans leur mettre la pression, sans leur mettre... Voilà, c'est ça qui est difficile en fin de compte. Enfin voilà, pour ma part en tout cas. Et ben c'est se concentrer sur le chemin, j'ai envie de dire. C'est lâcher un petit peu l'attente sur le résultat qu'on ne maîtrise pas. Comme on parlait des métiers qu'on ne connaît pas, ceux de demain, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir créer leur propre métier. Beaucoup vont pouvoir créer leur propre métier. Pour ça, il faut qu'ils développent leur capacité d'adaptation et de confiance en soi et de curiosité. À la limite, ça va être un peu ça notre rôle de parents, c'est de souligner leur réussite dans leur capacité d'adaptation, dans leur ouverture à l'expérience nouvelle, et de mettre en valeur ce qu'ils font déjà de bien, en fait, au quotidien. Essayer de commencer à changer de lunettes et à regarder ce qui est bien, un peu tous les jours. On peut parler des 3 kiffs par jour, on peut faire le bâton de parole en disant qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui dans ma journée, ou là j'ai trouvé que c'était chouette ce que tu as fait dans ta relation à cette personne, c'est bien, et petit à petit souligner déjà le quotidien et le chemin parcouru. Il y a un souci dans ce pays, mais c'est dans d'autres pays aussi, c'est que le statut de l'enseignant est complètement méprisé aujourd'hui. Les enseignants ne sont pas respectés. C'est-à-dire que ne serait-ce que statutairement ou sur le plan du salaire, c'est-à-dire à la hauteur de leur travail, c'est hélas assez catastrophique dans bien des cas. C'est pas une totale catastrophe, mais enfin, il y a besoin de les revaloriser alors financièrement, mais surtout culturellement. C'est-à-dire que l'enseignant a une place dans un dispositif pédagogique national où à la fois il est protégé, mais à la fois il est très exposé. Beaucoup d'enseignants font plus d'éducatif que de pédagogie parce que les élèves sont très agités, parce qu'ils sont trop nombreux en classe, parce que les conditions, parce que pourtant il y a des efforts qui sont faits aussi pour que ça s'améliore, mais on s'aperçoit quand même que pour l'instant on est dans un contexte extrêmement compliqué, et on l'a constaté évidemment avec la période qu'on vient de traverser, c'est-à-dire que quand ils ne pouvaient plus aller en classe, il fallait trouver d'autres moyens de travailler, etc. Donc c'est très compliqué ça. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les jeunes, ils peuvent très bien apprendre tout seuls, et c'est ce qu'ils font. Beaucoup d'adolescents travaillent en faisant des recherches personnelles, parce que sur Internet, vous trouvez tout, et ils créent de nouvelles pédagogies qui sont souvent plus adaptées à la pédagogie dite standard. C'est-à-dire que si on prend de la hauteur et qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Alors, je vous renvoie l'idée, mais il y a un certain nombre de programmes qui sont faits pour avoir un certain nombre de notions de français, de mathématiques, et puis de philosophie ou d'histoire, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la philosophie, qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire, etc. C'est-à-dire la capacité à penser, à discriminer, à être libre et à débattre, elle est étouffée dans cette pédagogie actuelle. Mais elle l'a été depuis toujours, puisque les systèmes pédagogiques sont très stricts quand même depuis toujours. Il faut construire des modèles éducatifs et culturels qui préparent à la suite, etc. Mais aujourd'hui, ça ne va plus du tout par rapport à la capacité pour les adolescents de comprendre qu'on peut faire autrement une autre pédagogie. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire le bordel en classe, et puis après ils prennent les cours qu'ils ont à travailler, et puis ils travaillent le soir avec Internet, où ils vont chercher d'autres pistes. Et c'est aussi comme ça, vous devez le savoir, qu'aujourd'hui les adolescents créent leur projet personnel d'orientation, c'est-à-dire qu'ils trouvent à travers leur propre capacité à se nourrir de tout ce qu'il y a en dehors de la pédagogie de l'école, matière à créer des projets de vie. Donc ça fait partie de l'évolution, ce qui montre qu'il y aura des nouveaux métiers de plus en plus qui seront construits par les générations actuelles,
et qu'on ne sait pas exactement lesquels, même si on a des idées. J'espère qu'on ne tombera pas jusqu'à la dystopie, mais bon, on peut aussi imaginer tous les extrêmes. Mais en tout cas, c'est une évolution profonde parce qu'il y a une façon de discréditer l'enseignement classique, à juste titre ou pas, c'est très discutable, c'est un débat, parce qu'on a d'autres moyens de s'éduquer. Et croyez-moi, les adolescents, ils les utilisent beaucoup. Pas seulement pour aller chercher des résumés de livres parce qu'ils n'ont pas envie de lire le livre, parce qu'il y a des poncifs et des médias qui nous rabattent le fait que les adolescents ne sont plus cultivés, qui ne s'intéressent plus ni à la culture, ni à la lecture, à la philosophie, etc. Alors que les adolescents adorent lire, faire du théâtre, aller au cinéma, s'exprimer. Enfin, ils sont fascinés par la culture et ils se nourrissent énormément de culture. Beaucoup font des poèmes, de la musique, enfin, sont très créatifs, comme ça c'est jamais arrivé. Et ils ont montré aussi pendant les confinements comment ils étaient créatifs pour survivre. Donc tout ça, c'est un nouveau système pédagogique qui fait qu'en fait, c'est pas obsolète le système actuel. Il faut le faire fonctionner, mais il faut le transformer. Il faut le transformer. Et je pense que l'éducation nationale, qui fait d'énormes efforts aussi pour accompagner les élèves, moi je travaille beaucoup avec l'éducation nationale et je les défends, parce que c'est pas moi tout seul qui pense ça, hein. C'est des tas de discussions qu'on a avec des gens de l'éducation nationale. Il faut faire évoluer le modèle, et en même temps, le modèle, on ne peut pas le faire évoluer comme ça, comme un clic d'Internet. C'est-à-dire c'est un processus évolutif, mais la pédagogie doit se réformer aussi, effectivement. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Donc, je retiens là, effectivement, ce que venait de dire M. Thédot, que le système n'est pas adapté, je dirais, au socle de base, si j'ai bien compris, qu'il faudrait faire acquérir à nos enfants capacité d'adaptation, capacité d'apprendre à apprendre et confiance en soi. Et donc je me demande comment faire moi en tant que parent, sachant que par exemple nous concernant, on essaye de s'ouvrir à cela. Vous parlez beaucoup de paroles, de communication par les émotions, des choses comme ça, donc tout ce qui est un peu parentalité positive, hein, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui est très peu développée, la communication positive ou la CNV ou autre à l'école, et ce qui est vraiment dommage parce qu'effectivement ça semble être le chemin. Donc comment faire nous parents, et notamment sur le volet confiance en soi, là c'est plus personnel parce que justement malgré le fait qu'on soit un peu ouvert tout ça dans notre foyer, j'ai ma fille de 14 ans qui se dénigre beaucoup, c'est sans doute la période hein, de l'adolescence, mais voilà, qui se trouve nulle, qui pourtant a des notes correctes, et j'ai beau lui dire que les notes c'est pas important, que ce qui compte c'est voir pourquoi elle a eu la mauvaise note, donc on essaye dès qu'elle a une note un peu incorrecte de voir le sens, mais malgré tout, malgré nos efforts de mon épouse et moi sur le sujet, on est un peu démunis sur le pilier confiance en soi. Voilà, si vous pouviez me répondre un petit peu. Merci. Alors, sur le volet confiance en soi, moi je préconise beaucoup la méthode des petits pas. Alors, la méthode des petits pas, c'est quoi? C'est ne pas forcément se mettre des objectifs inatteignables, mais commencer à s'ouvrir à des expériences qu'il désire un peu découvrir, des expériences éventuellement courtes, des stages qui sont courts sur certains week-ends, d'ouverture à d'autres écosystèmes. Les centres d'animation, je donne des exemples que moi je vis dans ma famille. Les centres d'animation de quartier proposent énormément de choses. Ils ont vraiment une multitude de possibilités de stages, d'expériences, de découvertes. Et finalement, moi j'ai mon aîné qui, ayant peut-être parfois plus de difficultés dans le domaine scolaire, va aller s'ouvrir à quelque chose d'expérientiel qui est complètement différent, qui va la mettre en valeur dans l'échange, dans la relation, avec éventuellement des gens qui sont plus jeunes qu'elle. Mais en tout cas, les changer de référentiel, d'écosystème sur des thèmes qui leur plaisent. Et là où ils pourront faire émerger éventuellement d'autres compétences ou d'autres talents. Donc c'est aller regarder un petit peu ce qui se fait autour de chez vous, dans votre réseau, et si on peut leur faire vivre d'autres expériences, en tout cas, pour qu'ils commencent à oser s'ouvrir à d'autres référentiels pour prendre confiance aussi. Alors même quand on fait ça,
Du coup, et que malgré tout, c'est récurrent, au moins dans le verbal. Je ne sais pas si elle le ressent vraiment et si elle le pense vraiment, mais en tout cas, elle nous le dit. Est-ce que c'est la provocation ou autre? Ou alors, donc, même quand on ouvre comme ça d'autres perspectives, est-ce que c'est pathologique? Est-ce qu'il faut consulter? Si les parents se sentent débordés, il faut consulter. Parce que l'adolescent n'est pas forcément débordé, il peut passer un moment critique sur le plan narcissique parce qu'il est en train de se construire, donc il est moins bien, il doute de son corps, de son image, ou elle doute de son corps et de son image, ou les relations sociales sont compliquées, ou elle a eu du mal, ou il a eu du mal à réaliser une rencontre avec d'autres adolescents, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, ou alors il y a une constitution à mesure que la puberté se développe d'une difficulté narcissique. Mais ce n'est pas forcément une pathologie, c'est un moment dans le processus adolescent. Si les parents commencent à penser qu'il faut consulter, qu'ils ont ça en tête, ben une consultation, oui. Consultation en famille, et ça rassure, ou pas, et puis on mettra des choses à jour, et puis voilà. L'adolescence, c'est un processus, hein, c'est comme la vie, hein. C'est un processus dans lequel il y a beaucoup d'interférences qui font qu'on passe par des moments difficiles, puis des moments de mieux, en fonction des personnes que l'on croise ou que l'on rencontre. Ça peut être un prof, un éducateur, éventuellement un psy, un coach. Des parents qui évoluent aussi parce qu'à mesure que l'adolescence se déroule, ils arrivent à être plus compétents pour accompagner leurs adolescents. Voilà, c'est un processus. Bonsoir, monsieur. Vous avez parlé de diagnostic, d'étiquette. C'est le cas de notre fils qui a été diagnostiqué HPI. Et après 2 ans d'harcèlement scolaire, donc l'harcèlement a commencé dès septembre en 6e, et ça a été très très violent, donc on est arrivé à la phobie scolaire, décrochage scolaire, et puis en 4e, pendant le confinement, sa prof principale, prof de maths, nous a contactés pour faire un test QI. On l'a fait, effectivement, c'est un enfant intellectuellement précoce. Mais c'est vraiment trop tard pour ce gamin qui a complètement décroché alors qui était vraiment un très très bon élève, très motivé, toujours le moteur de la classe depuis la maternelle. Et rien n'a été mis en place dans les établissements. On a changé d'établissement 2 fois, là c'est le 3e dans le privé. Donc maintenant, enfin cette année il y va, mais il a tout laisser tomber en fait. Il ne se sent pas du tout compris. Enfin, il est complètement différent. Voilà. C'est même jugé par certains professeurs comme un provocateur, comme quelqu'un qui connaît tout. C'est bon, on sait que tu sais, c'est bon, tu te tais. Ou voilà. Donc il a perdu confiance en lui. Il fait plus rien. Il ne lit plus. Il a laissé tomber le sport, la musique, plus rien. Donc il passe sa journée dans la chambre enfermé avec le portable. Et puis quand c'est pas le portable, c'est le jeu, voilà, la PS4. Et rien n'a été vraiment. On a écrit même à Madame Macron, qui nous a conseillé de contacter la psychologue scolaire qui venait juste d'arriver, qu'on a contacté effectivement plusieurs fois. On n'a jamais eu de réponse. Voilà, donc c'est vraiment quel avenir pour ces enfants-là? Parce que vraiment, moi, je suis à ESH aussi, donc j'accompagne des enfants autistes dans les écoles et je vois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, franchement. Ces enfants-là, ils sont vraiment complètement négligés. Mon fils, bon, il n'a pas de handicap, mais c'est un handicap quand même, parce que c'est un enfant quand même différent et qu'il faut un parcours différent et que l'enseignement scolaire normal, entre guillemets, n'est pas du tout adapté. Donc, comment faire? Quelle orientation et quel avenir pour ces enfants-là? Merci pour votre témoignage. Il y a toujours dans ce genre de conférences ou de rencontres quelqu'un qui arrive à livrer sa clinique et ses difficultés. C'est très bien. Moi, je vais vous rassurer. Vous êtes victime, entre guillemets, de quelqu'un qui un jour a mis une étiquette sur l'enfant. Haut potentiel, ça veut dire être plus intelligent que les autres. Si vous prenez, depuis que les grandes écoles existent en France, et que si on prenait, je vais faire court, hein, je vous rassure, hein. Si on prenait les quotients intellectuels de tous les élites depuis que les grandes écoles
existent en France, on trouverait que des HPI, parce que c'est vraiment des gens très très intelligents, l'élite, c'est vrai. On a des ados étonnants dans ces grandes écoles, dans ces prépas, ils sont étonnants de créativité. Mais il y en a beaucoup, et plus qu'on ne croit. Ils ne font pas tous des prépas et des grandes écoles. Et quand ils sont très intelligents, ils trouvent d'autres voies qui ne sont pas forcément les grandes écoles, parce que, je le répète, il y a aussi la pâtisserie et tout le reste. Et si on n'est pas intelligent quand on est artisan, ben on n'est pas artisan, etc., etc. Mais vous êtes victime, entre guillemets, d'un diagnostic qui pèse sur vous aujourd'hui. Et quand vous vous êtes renseigné, vous êtes aperçu qu'effectivement, c'était aussi un projet qui risquait de mal tourner en haut potentiel, parce que vous avez lu sur Internet qu'ils sont déscolarisés parce qu'ils ne suivent pas et que la pédagogie n'est pas adaptée, et que, etc. Là, aujourd'hui, votre adolescent, il est déprimé. Il est déprimé parce qu'il a l'impression que personne ne s'occupe de lui, personne ne le comprend. Parce qu'en fait, derrière ce diagnostic de surface, il se cache autre chose, mais ce autre chose, vous ne le savez pas. Et s'il est déprimé, c'est parce qu'il ne sait pas lui-même pourquoi il est dans cet état. Parce que lui, quand on lui a annoncé, je ne le connais pas, mais je le connais. Quand on lui a annoncé, enfin c'est un peu prétentieux de ma part, mais je pense le connaître. Enfin, je vois le profil. Hein. C'est-à-dire que lui, quand on lui a annoncé t'es un HPI, t'es super intelligent, je ne sais pas ce qu'il en a pensé, mais en tout cas, il n'a pas forcément pensé. Il ignore complètement, il ne veut pas l'accepter. Voilà, c'est-à-dire que lui, c'était plutôt marqué du saut de la différence plutôt que de la performance. Exactement. Donc à partir de là, le fossé se creuse. Et puis après, si vous voulez, quelles que soient les pédagogies ou autres, ça ne va pas marcher parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas compris. Aujourd'hui, adolescent, son problème, c'est plus l'intelligence ou la performance, c'est la sexualité, la génitalité. C'est comment j'apprends à m'aimer, comment j'apprends à construire mon narcissisme, mon identité, comment j'apprends les relations sociales avec les transformations de mon corps, comment je m'adapte à tout ça. Lui, s'il part, si vous voulez, dans sa puberté avec un sentiment de honte ou de blessure narcissique, s'il est déjà pas en état d'assumer son avenir d'adolescent, il ne va pas du tout s'investir dans le scolaire, parce que les bases n'y sont pas. C'est-à-dire que derrière ce diagnostic de surface qu'il est intelligent, il y a autre chose qui s'appelle aujourd'hui une dépression. Mais quand je dis je vais vous rassurer, c'est que ça se soigne, ça. Ça se soigne, c'est-à-dire qu'il faut une écoute, et il y a des gens qui savent écouter ça, les adolescents, et on ne parle plus du tout de haut potentiel ou d'intelligence, mais on parle surtout d'estime de soi, de narcissisme, de relations avec ses parents et de projets d'avenir, mais pas forcément projet au sens orientation scolaire ou universitaire, au sens projet de vie, projet de subjectivation. Et ça, il peut toujours y accéder, donc il faut une consultation. On a vu quand même pas mal de psychologues, de pédopsychiatres, on l'a vu 2 fois. Bon, malheureusement, elle est partie en congé de maternité, donc c'était pour commencer un parcours, le CNED, parce qu'il a complètement décroché. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé quelqu'un. Je vous donnerai les coordonnées de quelqu'un, tout à l'heure. Bon, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, je suis absolument confuse, parce que c'était un échange assez poignant. Il est 20h10, on va devoir malheureusement arrêter la conférence. Je laisse le mot de la fin à qui? Je vous laisse le mot de la fin. Moi, j'aime bien finir par cette phrase. Je vais m'adresser à vous, parents, et puis vous pourrez également y réfléchir pour vos enfants. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Alors moi, je dirais aussi une phrase de conclusion. Vous êtes des bons parents. Continuez à le penser. Eh bien, à mon tour, à vous remercier. Et vraiment, c'était une très belle soirée, des échanges très riches. Et le sujet n'est pas simple, parce que c'est vrai que la pression, on se la met tous, moi-même en tant que parent. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce temps d'échange. Je voulais vraiment vous remercier sincèrement, et à chacun d'entre vous également. Et vous souhaiter un beau parcours devant vous et à vos enfants également. En tout cas, on est à vos côtés. Il y a une multitude de partenaires associatifs, collectivités à votre écoute. Et merci à tous.